Donc voilà, ce que Claude Sonnet m'a proposé de venir discuter avec vous, c'est sur le lien entre différenciation pédagogique et coopération entre élèves. Voilà. Donc moi je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et je travaille sur la pédagogie. On n'est pas énormément en sciences de l'éducation à être sur ce créneau-là. Et en pédagogie, moi j'ai pris une compétence professionnelle des enseignants, c'est celle qui s'intitule « Prendre en compte la diversité des élèves ». Donc voilà, je m'intéresse prioritairement à cette compétence professionnelle. J'essaie de voir, de développer, d'essayer de tester des hypothèses sur des organisations pédagogiques qui permettraient justement à ce que ce qui se passe à l'intérieur des classes, ça ne profite pas qu'à une seule catégorie d'élèves. Voilà. C'est de basculer d'une logique de réussite, forcément pour certains, à une logique beaucoup plus ambitieuse de progrès. La différence entre la réussite et le progrès, c'est que malheureusement, dans une classe, tous les élèves ne peuvent pas réussir avec la diversité des sens qu'on accorde à cette notion. Le progrès, qui pourrait se définir comme étant un état obtenu d'élèves en fin d'année scolaire qui serait plus grand que ce qu'ils étaient en début d'année scolaire. Voilà. Donc ça, le progrès pour chaque élève, on peut l'avoir comme ambition. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Là, il y a eu un rapport là, du CNESCO qui est sorti en septembre, je crois, non 2016, octobre, je ne sais plus. Il y avait tout un chapitre sur la différenciation pédagogique. Et donc, moi, ce que j'en ai retenu dans la lecture, c'est que les enseignants organisent de la différenciation pédagogique, mais les conséquences de cette façon d'organiser la différenciation pédagogique, c'est que ça enfouit encore plus la difficulté scolaire. Donc, c'est ballot. C'est ballot, hein. Il y a une recherche là qui est parue en 2015 de deux collègues suisses qui s'appellent Forger et Le Raus. Je pourrais vous donner les références. En fait, elles ont interrogé une centaine d'enseignants de primaire et de collège en leur demandant est-ce que vous faites de la différenciation pédagogique. Alors tous, ils ont répondu oui. Et comment vous la faites? Et donc à partir de leur discours, ces deux chercheurs ont dressé une typologie de ce qui était fait en termes de différenciation. Et donc à peu près sur, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est aux alentours de 80%, c'est de la différenciation qui se fait pendant le travail sur la notion avec les élèves et sous forme d'adaptation de l'enseignement. Donc elles ont creusé cette histoire d'adaptation, mais ça veut dire quoi, vous vous adaptez aux élèves? Et en fait, on retrouve dans le rapport du CNESCO, ce que moi j'avais découvert dans cette recherche, c'est que l'adaptation, en fait, c'est de l'appauvrissement. C'est-à-dire, on demande plus aux meilleurs et moins aux moins bons. Et donc, si c'est ça la différenciation, le problème, c'est que il ne faut pas s'étonner que les meilleurs, ils progressent, ce qui est super, hein. Mais les autres, non, ils n'arrivent pas à profiter de ça, en fait. Bon, ça, c'est pas de moi, hein, c'est des choses qui sont travaillées, qui ne font pas forcément plaisir, tellement on attribue à la différenciation pédagogique des vertus incroyables dans notre système éducatif. Et quand on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien, c'est comme dans le rapport du CNESCO, là, le chapitre sur l'éducation prioritaire. Les collègues en éducation prioritaire, ils ne l'ont pas bien pris, hein, ce qui est marqué dessus, hein, que la discrimination positive telle que c'était organisé, ça ne marchait pas très bien. Donc voilà, donc, je laisse à mes collègues spécialistes de l'analyse des systèmes éducatifs étudier ces phénomènes. Moi, je regarde un peu l'impact des organisations dans la classe. Et en particulier, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'organisation de la coopération entre élèves. Alors, le lien n'est pas évident, hein. Et en tout cas, il n'est pas marqué comme ça dans les textes de l'éducation nationale qui encouragent les enseignants à organiser la coopération entre élèves. Souvent, en fait, c'est marqué comme étant un dispositif d'enseignement moral et civique, ou de climat scolaire, ou en lien avec la valeur républicaine de la fraternité. Et on ne fait pas de lien direct entre
l'organisation de la coopération et ce que les élèves apprennent. Et c'est très étonnant parce que, alors je vais le faire, je vais dire vite, hein, mais vous m'arrêtez, hein. Moi si vous ne m'arrêtez pas, je parle, hein. Mais c'est pas le but, hein. Pour faire vite, il y a deux grandes conceptions au niveau mondial de la coopération entre élèves. Pour faire aussi très vite, alors c'est pas aussi dichotomique que ça, hein, il y a une conception nord-américaine et il y a une conception européenne. Bien que en Europe, il y a un certain nombre de pays qui développent des formes américaines de coopération. Donc voilà, c'est pas... la forme nord-américaine de coopération, c'est ce qui s'appelle le cooperative learning, ils s'appellent ça comme ça. C'est Robert Slavin, Johnson & Johnson, voilà, ces gens-là. Ils insistent beaucoup sur la notion de valeur. C'est-à-dire que faire coopérer les élèves, on ne sait pas trop quels effets ça a sur ce qu'ils apprennent scolairement. C'est un vide, la recherche. Il y a eu un rapport de l'IFE là, qui l'explique bien dans les détails, hein, qui est paru la veille, voilà, très récemment, hein, le mois dernier. Donc, on ne sait pas trop ce que la coopération a comme effet sur ce que les élèves apprennent. En revanche, c'est conçu comme étant extrêmement intéressant pour développer un certain nombre, ils appellent ça des habiletés coopératives. Je le dis de manière très simple, apprendre à travailler avec les autres. Et apprendre à concevoir l'autre dans sa différence comme quelqu'un d'important. Voilà. Ce sont des belles valeurs hein, par rapport à ce que nous, on défend en France. Hein. Et donc, ça donne des pratiques de la coopération qui, la plupart du temps, correspondent à l'organisation de ce qu'on appelle chez nous du travail en groupe. Et donc les ouvrages, la plupart des ouvrages nord-américains sur le cooperative learning sont des ouvrages qui expliquent merveilleusement bien comment organiser la mise au travail des élèves par du groupe ou par des équipes, hein, ça dépend des auteurs, et quelles valeurs on développe en faisant ça. Alors, en France en particulier, on n'a pas cette ouverture-là, cette entrée-là. Au Royaume-Uni non plus. Parce que l'origine des pratiques de coopération, c'est l'éducation nouvelle. Et derrière l'éducation nouvelle, il y a un projet politique. Un projet politique d'émancipation du peuple. C'est un projet d'éducation populaire, d'éducation nouvelle. Et parce qu'il y a cette dimension politique, la coopération, elle n'est pas considérée comme étant une fin. Elle est considérée comme étant un moyen. C'est-à-dire, on ne fait pas coopérer les élèves pour qu'ils développent des habiletés coopératives, on les fait coopérer pour qu'ils puissent rentrer dans un rapport au savoir beaucoup plus, alors le terme, émancipateur. C'est ça le terme qui est utilisé, beaucoup plus émancipateur. Et donc on retrouve dans cette pratique-là, je dis européenne, du travail en groupe, mais surtout, soit des formes coopératives collectives, donc c'est ce qu'on appelle maintenant, c'est dans les programmes maintenant, des conseils coopératifs d'enfants. Donc Florence Saint-Lucas a pas mal travaillé dessus. Soit des formes coopératives qu'on appelle asymétriques. Vous voyez à quoi ça correspond, une forme coopérative asymétrique? Non. Non. Donc asymétrie, ça veut dire qu'il y en a un qui en sait plus que l'autre. Voilà, c'est ça. Alors le tutorat, c'est un exemple. Alors l'entraide, nous on le met plutôt dans du symétrique, parce que si dans un... Les autres sont où? Et il y a eu du retard, donc je commence vite. Mais Bon. Donc l'entraide, on a plus l'habitude de le mettre dans une logique symétrique, parce que si au sein d'un groupe d'entraide, il y en a un qui en sait trop, pour le coup, c'est plus de l'entraide, c'est de l'enseignement.
c'est de l'aide. Voilà. Non, ce qu'on met, c'est de l'aide, là pour le coup, qui est une forme coopérative, qui est asymétrique. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'en sait pas un peu plus que lui sur le sujet pour lequel il nous sollicite. Et donc, du fait que cette culture-là coopérative est un empan de pratique de classe un peu plus étendue, ça permet de relier de manière diversifiée le lien entre coopération et puis le processus enseignement-apprentissage. Et donc du coup, la coopération n'est pas entendue comme un moyen qui va permettre de développer des formes motivationnelles plus importantes chez les élèves. Là, c'est ce qui est développé beaucoup du côté nord-américain. Mais c'est aussi considéré ou utilisé comme accordant une sorte de super pouvoir aux enseignants dans les classes. Vous savez lequel ? Grâce à la coopération, les enseignants deviennent non pas des super-héros, mais ont un super pouvoir. Vous ne voyez pas ? La coopération dans le rapport au savoir, et en particulier lorsqu'on est dans des logiques un peu asymétriques. On dit que c'est un pouvoir d'ubiquité. C'est-à-dire que le savoir, dans les classes, alors il est présent par l'intermédiaire de ce que l'enseignant a introduit, sous forme de guidance, mais pas seulement. Alors on n'est pas dans une caricature où le savoir ne proviendrait que des enfants. Ça, c'est une profonde utopie qui ne vaut que pour les journalistes du 20h. Le savoir, il vient de ceux qui le maîtrisent le mieux, c'est-à-dire les adultes. En revanche, dans la classe, sur un certain nombre d'éléments, des enfants peuvent être des vecteurs de transmission d'un certain nombre d'informations. Et du coup, délester, pour un certain nombre, on appelle ça des micro-tâches, l'enseignant, qui en vient à pouvoir s'occuper de choses qui sont didactiquement beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses. Voilà. Donc, organiser la coopération dans la classe, alors, je sais très bien qu'en le disant comme ça, je dis rien en fait, parce qu'on ne sait pas comment. Mais organiser la coopération dans sa classe, ça donne la possibilité aux enseignants d'accorder bien moins d'importance et donc de travail personnel et de temps consacré en classe à cette fameuse habitude qui est évaluation formative, remédiation, soutien, approfondissement, évaluation sommatique. On obtient là, parce que en tant qu'enseignant, on ne se placerait plus le seul détenteur, en tout cas personne ressource du savoir, un système où la classe, de par le fait qu'elle devienne une sorte de réseau d'échange de savoir, un support naturel, authentique, de diversification, d'entrée dans les savoirs. Alors ça, c'est la logique théorique du truc. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Vous en pensez quoi? C'est clair. C'est logique, puisqu'en fait, du coup, les enseignants peuvent se déplacer, aller de groupe en groupe, en tout cas, et d'écouter soit ce qui se dit, soit au contraire d'entendre qu'il manque certaines connaissances à un, et donc peut-être prendre des notes, et ensuite revenir sur ça et dire qu'il manque ça dans les connaissances des enfants, j'ai entendu ça, il faudrait revenir là-dessus, par exemple. Oui, ça c'est des choses qu'on observe, qu'on entend au moment des phases de travail en groupe. Ça, c'est effectivement, lorsque les enfants ont développé des habitudes coopératives en termes de travail de groupe, là pour le coup, l'enseignant, il est déchargé de tout un tas de contingences, je dirais, techniques, organisationnelles, et il va pouvoir rentrer dans cette qualité d'écoute et d'intervention. Et c'est ce qui lui permet la différenciation finalement. Alors c'est effectivement une forme de différenciation, où on apporte plus à ceux qui ont les besoins les plus forts. Enfin, on apporte plus. Non, il ne faudrait pas dire ça. On apporte mieux. Parce que le but, c'est pas d'apporter plus. On a vu, on a tout le recul là, sur l'éducation prioritaire, qu'il ne suffit pas qu'il y ait plus de moyens pour que de suite ça résolve les problèmes. Bon. On apporte mieux
en termes de présence, de temps, de disponibilité. Et ça, c'est valable que pour une forme de coopération, c'est-à-dire le travail en groupe. Et ensuite, après, il y a toutes les formes où les élèves sont à l'initiative. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous êtes bien sage, hein? Bon. Donc, on entend la différenciation comme étant un double projet. Le fait d'organiser la classe de telle manière que tous les enfants progressent, hein, que le temps scolaire soit bénéfique à tous les enfants, et puis un dispositif qui participe de manière effective à la lutte contre le développement des inégalités par l'école. Donc ça, c'est la définition de Philippe Pernoud, qui me semble extrêmement intéressante au niveau théorique. Sauf qu'au niveau pratique, hein, c'est là où ça devient un peu plus rude d'organiser ça. On retrouve les mêmes idées chez Jean-Marie Gillig, qui explique que l'objectif de la différenciation, c'est justement cette prise en compte de l'hétérogénéité pour faire en sorte que les élèves soient sollicités à leur plus haut niveau potentiel. Voilà. Alors je passe tout un tas de trucs là. Alors, pourquoi c'est tout ça? Ça c'est pour expliquer pourquoi il y a tout un tas de limites à la différenciation telle qu'on la connaît. Alors, on va passer ça. Voilà, non, c'est pas ça non plus. Voilà. Vous savez ce que c'est ce truc-là? C'est un truc de laboratoire. C'est-à-dire on n'en voit jamais dans les classes. C'est un schéma organique de didactique comparée. Alors les didacticiens, vous voyez ce que c'est? En fait, quelque chose comme ça, c'est des didacticiens qui, sans élèves, et même peut-être sans enseignants, sont arrivés à se mettre d'accord sur ce qui serait, j'utilise un conditionnel, commun à tous les formats des savoirs disciplinaires en termes de construction d'une séquence d'enseignement-apprentissage. Donc c'est pour ça que c'est que du laboratoire, ça, parce qu'il reste à l'adapter à la classe et il reste à l'adapter au format du savoir qu'on convoque. Bon. Et je le montre parce que ça va permettre de bien situer, ces repères un peu généraux, bien situer la place et les intentions de la coopération. Bon, il y a besoin que j'en parle de ça ou c'est bon? Vous êtes des professionnels de tout ça normalement. En tout cas, ce que je dis aux stagiaires, vous avez des formateurs qui sont des champions du monde de ça. Bon, alors où intervient la coopération dans tout ça, à votre avis? Alors, dans la confrontation, qu'est-ce que c'est comme coopération là? Chacun donne son idée, ce qu'il sait, donc l'échange, c'est les connaissances. Alors, oui, c'est ça, mais c'est quel type de coopération qui permet justement cette confrontation d'idées? Tout le monde connaît, hein? Et vous avez le droit de vous tromper, vous n'êtes pas en évaluation. La communication. La communication, bon, toutes les situations de classe sont des situations de communication. Mais sans la médiation de l'enseignant. Alors, de la confrontation entre enfants, ouais, ça porte un nom en fait. Hein. Vous connaissez, hein? Le débat? L'échange. C'est ce que vous voyez dans les classes, hein, souvent. En tout cas, je sais très bien. Sociocognitif. Ouais, oui, ouais. C'est le travail en groupe. Eh oui, c'est le travail en groupe. Eh bien oui, quel est l'objectif du travail en groupe? Pourquoi on demande aux élèves de se mettre en groupe? Alors, qu'ils échangent. Pour moi, c'est pas l'objectif, hein, ça c'est le moyen. Hein. Confronte, d'accord, ouais. Alors, ils utilisent les connaissances de chacun, mais on n'est pas arrivé à l'objectif encore. Ils construisent quoi? J'ai pas entendu parler. Une réponse à la situation de problème. Ils construisent, alors c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Les hypothèses, ouais.
C'est des champions du monde, hein, s'ils construisent des hypothèses. Quel est l'objectif premier du travail en groupe? Pourquoi c'est intéressant de mettre cette forme de coopération à ce moment-là? Ouais, alors ça convoque le concept didactique de dévolution, c'est-à-dire le fait de travailler avec d'autres, ça permet de mieux s'approprier le problème. Donc c'est une première étape, mais pour moi c'est secondaire par rapport à l'objectif prioritaire. Le résultat soit supérieur à la somme des parties. Résoudre le problème, trouver une solution au problème. Oui, que ce soit plus riche que ce que chacun aurait fait en lui. Bon, mais on ne va pas être d'accord. C'est pour que la résolution de la tâche soit plus simple, hein, je veux dire plus facile. Alors, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que le fait de dire aux enfants, le travail que je vous donne, l'exercice que je vous donne, vous allez le faire tout seul et après vous allez le faire avec les autres, ça motive les enfants, et donc pour le coup, il y a un phénomène de dévolution qui est accru. Je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier du travail en groupe, ce n'est pas de motiver les enfants. Pardon, j'ai pas compris. C'est parce que je veux dire, le fait de mettre en commun des moyens vont leur permettre de réussir plus rapidement avec moins de surcharge cognitive. Bon, bah alors là, moi je vis ça quasiment à chaque réunion avec mes collègues. Hein. Quand je travaille avec mes collègues, c'est sympa comme tout. Hein. Mais des fois, je préférerais être tout seul à faire le truc. Hein. Non, ça vous est jamais arrivé? Ça dépend, effectivement, ça dépend. C'est apprendre à vivre ensemble, à construire ensemble, mais faire tout en renonçant parfois à ses idées. Je ne suis pas contre ce que vous dites, mais moi je considère ça comme de la poésie. Mais c'est beau la poésie, mais c'est beau, ça fait des rêves, tout ça, c'est super, mais malheureusement... non, mais pour acquérir des savoirs. Non, mais attends, l'objectif, c'est l'efficacité. Vous pouvez dire aussi l'objectif, c'est que les élèves apprennent. Pourquoi on les met en groupe, c'est que ce soit plus efficace. Pardon? Faire ensemble quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Bon, alors. On est politique. Bon, vous nagez complètement. Vous nagez complètement. Alors, je vais le dire avec ma langue du Sud. Hein. L'objectif premier, prioritaire du travail en groupe, c'est que les enfants s'empèguent. Comment vous dites s'empéguer? Alors la pègue, c'est, vous savez, quand on met, chez nous on a beaucoup de résineux, et quand on met la main sur un résineux, ça, il y a de la pègue. Donc quand on met la main comme ça pègue. Et donc, s'empéguer, c'est se disputer, ne pas être d'accord. Oui, c'est ça. Alors vous l'avez dit de manière très, très technique, c'est l'objectif premier du travail en groupe, c'est le conflit socio-cognitif. Mais sauf qu'il ne faut pas dire ça. C'est moins gros. Voilà. C'est moins poétique. Parce que ça serait un heureux hasard que les enfants construisent quelque chose grâce uniquement au travail en groupe. Mais, alors oui, ça peut arriver dans une classe, allez, on va dire, il y a 6 groupes, 5 groupes. Allez, si on a du bol, ça se produit dans un groupe. Si on a du bol. Donc si notre objectif c'est qu'ils construisent ce qu'on attend là, à travers le travail en groupe, ben, on ne va pas être très performant pour le coup. Pas, je reprends votre terme, pas très efficace. Donc l'objectif, alors je peux vous montrer un autre truc là. On a combien de temps? Parce que... Ah, il me reste 1 heure. Oh, c'est bien. Alors, hop, je reviens. Je vais m'empêcher avec le truc là. Alors, je travaille avec un... Alors, hop, c'est pas là. Ah si, voilà, c'est ça, mais ça marche pas. Oh, ben mince. Il y avait une animation, hein, mais ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Ah, oui. Comme c'est du flash. Ouais, c'est du flash. Bon, c'est pas grave, je vais vous le mimer. C'est... en fait, ce qu'il y a derrière, là, c'est une partie des travaux de mon collègue, là, que vous connaissez, qui s'appelle Daniel Favre. Donc, on n'a pas les mêmes objets, hein. Lui, c'est un neuroscientifique.
qui travaille sur les émotions, sur la cognition, et moi je travaille sur la pédagogie. Bon, mais on fait partie de la même équipe. Et ces travaux-là, on les regarde de manière différente. Alors, c'est ce qu'on appelle les 4 phases de l'apprentissage. C'est une modélisation de ce qui, il y a quelques dizaines d'années, était de l'intuition, souvent issu des pédagogues de l'éducation nouvelle. Voilà, une bonne intuition, et qui a été en grande partie, pas entièrement, mais redécouvert par l'intermédiaire des sciences cognitives et puis un certain nombre de neurosciences, notamment les fonctionnelles. Voilà. Donc comment ça se passe là-dedans pour développer ce qu'on appelle un apprentissage. L'apprentissage étant défini comme étant un remodelage de représentation. Ça va ça? Bon. Alors, comment ça se passe? Donc la modélisation, alors une modélisation c'est imparfait, hein. Donc plein de trucs, c'est pour aller droit au but. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'incompétence inconsciente. Ça vous parle ça? Non. Il y en a qui connaissent. Voilà. Je ne sais pas que je ne sais pas. Non, non, non. Je ne sais pas que je ne sais pas. C'est la phase d'incompétence inconsciente. Et moi, je rajoute et je me porte très bien. Et je me porte très bien. Et oui. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je me porte très bien. C'est l'état dans lequel vous étiez tout à l'heure en matière de travail en groupe. Sauf qu'il y a un gars de Montpellier qui vient, qui vous pose une question, et qui vous dit vous racontez n'importe quoi, et donc là ça énerve. Parce que vous êtes passé dans une autre phase. Voilà, vous savez, vous ne savez pas, on ne peut pas le dire comme ça, mais en tout cas c'est la phase d'incompétence consciente. Ça va? Alors cette phase-là, elle est intéressante pour 2 raisons. Alors, la première, elle est intéressante, mais elle est risquée. C'est que ça déclenche des émotions désagréables. C'est énervant. On perd ses repères. On se dit pour qui se prend celui-là. J'étais mieux, c'était mieux avant. Dans la phase d'incompétence inconsciente. Oui. Il y a des jeunes qui, alors ce sont les travaux de Serge Boimard qui le mieux décrivent ça, qui développent des stratégies de contournement de cette phase-là. Parce qu'en se faisant sortir de la classe et en allant dans une autre salle ou à la vie scolaire au collège, hop, on est dispensé de travailler. En se disant et en se proclamant haut et fort nul en maths, on s'octroie un privilège que très peu d'élèves ont, celui de ne jamais plus de notre vie faire de maths. Donc ça, c'est une caractéristique de cette phase-là, c'est affectivement désagréable, ça peut être risqué parce que ça peut conduire un certain nombre d'élèves au renoncement. Si les élèves sont entrés dans cette posture de renoncement, de ne pas vouloir essayer, parce qu'ils se pensent nuls, c'est ce que Martin Seligman appelait l'incompétence apprise. Le sentiment d'incompétence, vous prenez le sens que vous voulez. Ils ne vont pas faire l'effort nécessaire pour apprendre. Pour apprendre, il y a forcément un effort. Voilà. Donc ça, c'est le risque. Mais parce que c'est une émotion désagréable, et parce que ça nous énerve un peu, si on n'a pas pris cette voie de contournement, ça crée quelque chose d'extrêmement précieux. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de m'écouter. De la curiosité. Envie de savoir. Envie de savoir, ça s'appelle comment? Là, vous pouvez sortir les termes. Appétence. Ouais. C'est ce qu'on appelle trivialement le désir d'apprendre. Et oui, tout simplement. On a envie de savoir. Et si on a envie de savoir, c'est en raison de quel élément qui est présent dans les têtes. Alors, le problème, c'est que c'est pas parce que... Le rééquilibrage. Oui, alors, c'est ce qu'on a dans la tête, c'est on a des questions. Et la plupart du temps, ça s'exprime en fait, dans les classes. Hein, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est quoi la réponse? Mais qui c'est qui a raison? Allez, dis-nous. Voilà. Et là, c'est intéressant, en fait. Et l'objectif du travail en groupe,
c'est la fabrication de questionnements. Et si possible, un questionnement qui est démocratisé. Parce que plutôt que de vouloir mettre de l'énergie dans des formes de différenciation pédagogique qui ont plein de risques de prendre des formes d'étiquetage stigmatisant, il vaut mieux consacrer son attention, son travail à l'émergence de ce questionnement chez les enfants. Parce qu'une fois que le questionnement est là, si on reprend le schéma là, qu'est-ce que fait l'enseignant? Il renvoie des questions. Non. Non. Non, alors là, non. On a apporté les réponses. Non plus. Oui, Il va faire construire la réponse. mais non, il répond. Ah oui, bon. Ah, il laisse pas chercher. Mais si, ça, ils ont cherché. Et c'est parce qu'ils ont cherché qu'ils ont construit quoi? Ah, que la réponse du... Non, qu'ils ont construit la question, ou les questions. La recherche sert à ça. Et la situation problème, elle sert à ça. Et pourquoi on les met par groupe de 3, de 4, de 5, des fois en binôme? Pourquoi? C'est parce qu'au départ, les histoires de Piaget, là, c'était le conflit cognitif, ça vient, c'était un psychologue, hein, on ne sait pas comment. Alors ça vient, les expériences, en fait, c'était avec un laborantin. Mais le préceptorat, c'était dans d'autres siècles, en fait, hein, c'est pas maintenant. Hein. Donc l'idée de Doise, Muni, Vygotsky, Brunner, tous ces gens-là, c'était de dire que ce conflit cognitif, il peut émerger par la coopération. Parce que moi, je suis sûr de moi, c'est confortable, je n'ai même pas cherché. Mais à côté, il y a mon copain, là. C'est mon grand copain, hein, je m'entends bien avec lui, hein, je ne suis pas en conflit relationnel avec lui. Hein. Il dit un truc, c'est pas ce que je pense, on n'est pas d'accord, et a priori, il est convaincu. Mince, qui c'est qui a raison? Et alors, voilà. C'est là où, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un conflit socio-cognitif. C'est qu'il y a un conflit cognitif qui naît de la confrontation avec les autres. Et ça, c'est l'objectif du travail en groupe. Je n'ai pas entendu, pardon. Mais moi aussi. On parlait des présidentielles. Je me demandais si c'était pas un gros... On ne met pas d'objectif là-dedans. Donc voilà, donc l'enseignant, il ne fait pas construire, il ne fait plus chercher, il répond, il montre. Et le problème, c'est que dans l'éducation nationale, je m'y mets, hein, on a tellement voulu sortir du modèle dominant du courant traditionnel, du cours systématiquement magistral, que l'hypothèse que je développe, c'est qu'on est tombé dans une autre logique, où l'enseignant, c'est comme s'il avait honte de transmettre le savoir. Une fois, j'étais dans une classe là avec une enseignante super, vraiment chouette comme tout, cette fille. Elle les faisait réfléchir à la digestion. Donc elle avait fait le truc des IUFM, là. Un tube, une silhouette, un sandwich, dessiner le trajet du sandwich dans la silhouette. Donc il y en avait certains, vous connaissez, hein, qui ont fait le cube, bon bref. Et elle les avait fait travailler en groupe comme ça, c'était nickel. À la fin, les élèves presque étaient debout sur les tables, ils n'étaient pas d'accord, ils essayaient de se convaincre les uns les autres. L'enseignante, en plus, elle en rajoutait, elle avait raison, ouais, mais toi t'as dit ça, mais là t'as vu. Et lui, il a dit le contraire, qui c'est qui a raison, ouais, c'est moi, c'est moi. Et c'est tellement la pagaille qu'ils en sont venus presque à monter sur les tables en disant à la maîtresse, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Et elle leur dit, vous rangez vos affaires, on en parlera la semaine prochaine. Alors ça râle dans la classe, hein. C'est une classe de CM1, il y a des enfants qui râlent, hein. Ouais, non, on veut savoir maintenant. Ça râle, hein. Non, elle tient de son truc. Et puis bon, au bout d'un moment, ils s'exécutent, ils rangent leurs affaires, ils passent à autre chose. Je vais la voir, je dis, oh, super, hein, le travail en groupe, c'est le top. Hein. Il n'y avait pas de bruit, tout ça. Les enfants étaient sérieux. J'y mets. Pourquoi tu l'as arrêté là? Alors elle me dit un truc qui était tout à fait judicieux. Elle me dit, c'est pour entretenir le suspense. Comme ça, à la fois d'après, dans une semaine, ils viendront avec plein de motivation pour que je leur donne la réponse. Ouais. Bon. Donc j'y suis allé la semaine d'après. Et oui, il y en avait des enfants. Il y en avait 4, 5.
qui étaient là, alors, c'est quoi, ouais, c'est quoi la réponse alors? Mais les autres, ils étaient passés à autre chose. Ils étaient passés à autre chose. Et donc, elle a dû passer une demi-heure à recréer le questionnement, l'intensité du questionnement. Donc voilà, donc c'est comme ça que, parce que l'enseignant, il enseigne, il permet aux enfants de passer dans la phase de compétence consciente. Alors c'est pas aussi systématique que ça, hein. Malheureusement, il y a des enfants pour qui ça ne marche pas. Mais au moins, ce caractère authentique de la situation interactive, ça mobilise, on dit ça enrôle, c'est pas un terme qu'on va utiliser ça, ça enrôle beaucoup plus l'enfant. La situation coopérative est une situation très authentique. Et donc ils arrivent dans la phase de compétence consciente, je sais que je sais. Et là, le gros avantage de cette phase-là, je sais que je sais, c'est que, contrairement à la précédente, ça confère aux enfants des émotions, cette fois-ci positives. Alors c'est un mélange de fierté et de soulagement, mais quoi qu'il en soit, le cerveau est récompensé parce qu'il est soumis à un certain nombre d'hormones, ocytocine et dopamine, qui sont des formes de récompense chimique et qui sont en fait les hormones auxquelles sont accros les meilleurs élèves. Et auxquelles n'ont jamais ou rarement accès les élèves qui développent des stratégies de contournement. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'un gars comme Freinet, à un moment donné, dans un de ses bouquins, il explique que un des points de vigilance de l'enseignant, c'est de faire en sorte que tous les enfants soient à un moment donné ou un autre en tête du peloton. C'est pas pour faire le cacou, hein. C'est pour recevoir cette petite dose-là de récompense chimique. C'est ça l'idée. Mais les élèves qui se disent nuls partout, c'est normal qu'ils renoncent. Ils ne sont jamais récompensés. Et quand les élèves reçoivent la réponse de l'enseignant, ils reçoivent cette réponse-là comme une réponse à des questions qui se posent. Et c'est radicalement différent que d'autres situations où les enfants reçoivent des réponses à des questions qui ne se posent pas du tout. Et en recevant ce type de réponse à des questions que je me pose, se crée ce que les psychologues généticistes là appelaient l'insight. C'est ah ben oui, tac, c'est le Eureka d'Archimède. C'est pour ceux qui ont une culture moins vieille, comme moi, c'est l'Eureka de Tintin dans le sceptre d'Ottokar. Voilà. C'est-à-dire, ben oui, voilà. Hein? Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Donc j'insiste un peu parce qu'il y a une sorte de... Alors je vous ai posé la question, je savais très bien que c'était une question piège. C'était ma petite situation problème à moi. Mais il y a un malentendu très profond en France sur à quoi sert le travail en groupe. Ben, le travail en groupe, il sert à un truc, c'est empêcher les enfants. Alors après, c'est pas fini, hein, la quatrième, bon, on ne le voit pas là, mais la quatrième phase, c'est la phase de compétence inconsciente, c'est-à-dire je ne sais plus que je sais. Et là, le travail en groupe, il n'intervient plus du tout, hein, évidemment, puisque on rentre dans cette phase de compétence inconsciente lorsque ce qu'on a compris, par l'intermédiaire de la situation qui précède, là, on a développé des automatismes. C'est-à-dire on a mémorisé, on se l'est approprié, et on est capable de le réutiliser dans des contextes, des environnements qui sont différents, voire même inédits. Voilà. Quand on en est à ce niveau de maîtrise d'une connaissance ou d'une compétence, on a appris. Donc on peut passer à autre chose, à des savoirs plus sophistiqués. Mais ce qui développe les automatismes, c'est pas du tout le travail en groupe. Voilà, pour le coup, ça sert à rien. Je vous prends... Hop. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Le désir d'apprendre, du coup, ne fait pas partie des phases en tant que telles. Ça, vous avez dit incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente et compétence inconsciente. C'est bien ça.
Oui. Donc, du coup, Le désir d'apprendre, c'est ce qui émerge de la phase d'incompétence consciente, à condition de ne pas avoir développé cette sale habitude de contourner l'effort. D'où l'importance d'entretenir la confiance en soi des enfants. Vous avez entendu ces enquêtes-là, alors j'ai jamais trouvé les sources scientifiques précises pour ça, c'est peut-être un mythe ce truc-là, hein. Et que les enfants français seraient ceux qui répondraient le moins aux questions de PISA. Donc si ça s'avère, s'il y a quelque chose de véridique dans tout ça, l'explication c'est qu'ils ont peur de se tromper. Hein. Et c'est ce qui conduit justement Daniel Favre, lui, à avoir cette, on l'appellerait comme ça maintenant, cette punchline, qui serait de dire que le principe de l'enseignement aujourd'hui, c'est de décontaminer l'erreur de la faute. Oui. Oui. Quelle est l'importance de la constitution des groupes? Alors ça, pendant longtemps, la constitution des groupes, on pensait que c'était une question pédagogique insoluble. Parce qu'il y a 4 possibilités, en fait, hein, quand on regarde. Hein. Soit on fait nous-mêmes les groupes. Alors, quand on fait nous-mêmes les groupes, c'est ce que nous, on observe quand on va dans les classes. Il y a toujours des enfants qui râlent. Non, je ne veux pas être avec lui, je ne veux pas que tu as fait exprès. Et alors bon, ils ne mettent pas la pagaille, hein, ce n'est pas un problème d'autorité qui est en jeu, hein, mais c'est le fait qu'ils vont se retrouver dans un groupe où ils ne veulent pas être. Et ils ne vont pas y rentrer, ils ne vont pas s'engager comme c'est nécessaire. Ils vont laisser faire le travail à d'autres, ils vont se mettre en retrait, ils ne vont pas écouter, voilà. Le problème, il est là. Donc, ça, il y a un problème. Donc on va dire, on va laisser les enfants faire des groupes entre eux, ce qu'on appelle des groupes par affinité. Alors là, ça résout ce problème des enfants qui se retrouvent avec des copains qu'ils n'aiment pas. Mais, je ne sais pas si vous avez observé ça, il y a un phénomène étrange, c'est que il y en a toujours 3 ou 4 là qui se retrouvent tout seuls. Et là où c'est magique, c'est que, moi je l'ai fait ça hein, en tant qu'enseignant, hein, c'est que j'arrive avec la tête enfarinée, avec un grand sourire devant ces 4 enfants. Ah, vous êtes tout seul, hein, super, faites un groupe. Donc ils forment un groupe. En sciences de l'éducation, on a étudié ce phénomène de très près, c'est-à-dire 5 minutes. Et on a donné à ce nom le groupe de la mort. Ouais. C'est le groupe de la mort. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps dans une seconde, là, un groupe de la mort. Ah, c'est terrible parce que s'ils sont tout seuls, c'est qu'ils sont pénibles, au moins. Hein, si les autres n'en veulent pas, c'est qu'il y a des raisons. Hein. D'accord ? Hein. On les met ensemble, là, tous les pénibles. Hein. Et donc, ils ne s'entendent pas, et en plus, ça fait un effet cocotte-minute. C'est-à-dire, comme ils ne s'entendent pas et qu'ils sont pénibles, et que rien ne les arrête, ils mettent la pagaille dans toute la classe. Et c'est ça qui conduit des enseignants à dire, le travail en groupe, il y a trop de bruit, les enfants ne travaillent pas, c'est la pagaille, ça ne marche pas, j'en fais plus. Et voilà. Oui, mais c'est l'inverse, ça fait du bruit parce que ça travaille souvent. Alors si ça fait... Parce que si je les mets en groupe et que j'entends rien, il y a un problème. Alors ça, je vais y répondre après à ça, c'est de faire du bruit. Hein. Je termine sur l'histoire de constitution des groupes. On parlera du bruit après, hein, que je n'oublie pas. Vous lui ferez penser ? Ouais, super. Je termine sur les histoires de groupes. Donc le fait de laisser des groupes se constituer par affinité, ça pose des problèmes. Alors il y en a 2 autres, c'est on fait des groupes homogènes. C'est super pour la majorité des enfants d'enseignants et de médecins. Mais assez rapidement, les enfants ne sont pas dupes et ils comprennent bien que le groupe des lapins, c'est le groupe des nuls. Et que ceux qui se trouvent dans le groupe des lapins, même si le lapin il est tout joli, tout mignon, c'est pas valorisant du tout. Donc le problème de ces constitutions de groupes homogènes, c'est que c'est très bon pour les meilleurs, et c'est catastrophique pour les élèves beaucoup plus fragiles. Donc ça, on laisse tomber. Et donc il y en a une autre, on va faire des groupes hétérogènes. Mais quand on fait un groupe hétérogène,
vous avez dû le voir aussi, il y a toujours un petit malin, moi j'ai plein de vidéos à vous montrer là-dessus, parce qu'il sait, et il dit aux autres, hop, 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 hop. Je sais. Alors il sait, pourquoi il sait? Parce qu'en fait, il a eu la chance de déjà le voir chez lui avant, ou il a retenu une leçon précédente, il le sait déjà, il l'a découvert ailleurs. Et donc, les autres, c'est incroyable ce qui se passe là, c'est que les autres, ils acceptent ce pouvoir dictatorial, parce que c'est aussi dans leur intérêt. Et alors, quand on fait les entretiens avec les enfants, je dis, pourquoi tu l'as laissé faire? Pourquoi tu ne cherches pas? Et en fait, ce que les enfants répondent, c'est que si ce n'est pas clair de la part de l'enseignant, le fait d'être en groupe, et parce qu'après il y a ces moments où chacun présente son travail, le fait d'être en groupe, ça induit un climat de concurrence entre les groupes. Et on accepte de se mettre en retrait, ce que disent les enfants. Non, non, je le laisse faire parce que lui, il sait faire, comme ça on aura juste. Donc ça, c'est le problème des groupes hétérogènes. Alors on fait comment? Alors, on a trouvé la solution. Non, ce n'est pas la solution. On est en train de travailler cette hypothèse d'une cinquième piste qui s'apparente donc à une alternative. Et on essaye de voir comment ça se joue, qu'est-ce qu'en disent les élèves et qu'est-ce qu'en disent les enseignants. De manière empirique, on a remarqué que cette façon de faire, on ne voyait pas d'enfants qui râlaient. Les jeunes étaient plutôt au boulot et il n'y avait pas de problème de relation. Ah, c'est quoi? Alors, c'est pas ça du tout. La réponse, il faut aller la trouver chez... Il y en a qui ont fait des études en histoire ici, là? Ceux qui l'ont fait, ils n'osent pas lever la main, comme ça. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez qui était le personnage historique? Alors, c'est pas le collège, hein, mais Clisthène. Clisthène. C-L-I-S-T-H-E accent grave N-E. Oui, il y a un collège. C'est tombé le collège. Le collège Clisthène, il a emprunté son nom à un personnage historique. Non. Donc, en fait, c'est Clisthène qui a donné l'idée aux enseignants qu'on a vu pour la première fois faire ça. Clisthène, c'est un grec antique qui est conçu comme étant un des pères fondateurs des premières formes de démocratie. Et au départ, quand ils ont essayé à Athènes de mettre en place la démocratie, c'était la pagaille. Pourquoi? Alors, c'est pas étranger à ce qu'on rencontre nous un peu, c'était qu'ils se disputaient tous pour faire partie de l'Assemblée, et quand ils avaient été élus par les autres, nous on dit chez nous, ils se la pétaient un peu. Hein? Bon, il n'y avait pas d'attaché parlementaire, hein, mais ils se pensaient supérieurs. Ils se pensaient investis d'un pouvoir. Et donc, ça rendait jaloux ceux qui n'avaient pas été élus, ça faisait des conflits, c'était pas possible. Et la démocratie a failli s'arrêter à cause de ces conflits-là. Et Clisthène, lui, il a résolu le problème en disant, hop, 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 on va faire appel aux dieux. Et donc, est-ce que vous savez comment ce problème a été résolu en faisant appel aux dieux? Eh bien, c'est le tirage au sort, ce que vous disiez. C'est ce que vous disiez. C'est le tirage au sort, et le tirage au sort, c'était appelé le choix des dieux. Et quand on a vu ça pour la première fois avec des élèves, c'est un peu ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que les élèves, ils tiraient au sort, alors du système de cartes ou autre, un peu importe, hein. Hop, ils constituent leur groupe, ils se mettent au boulot. Bon. Et quand on fait les entretiens avec eux, ils disent, mais pourquoi tu râles pas? Et les élèves répondent deux choses. La première, c'est que comme c'est très rapide de constituer des groupes de manière aléatoire, on ne va pas tergiverser. Comme c'est très rapide, à chaque fois, on refait les groupes. Donc, premier argument que donnent les élèves, ça dure 10 minutes, 15 minutes, à chaque fois on change, et puis si au pire je me retrouve avec quelqu'un avec qui je ne veux pas être, c'est rare que je me retrouve encore avec lui la prochaine fois. Donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, donc là pour le coup c'est Clisthène, c'est de dire, ah ben oui, mais c'est le hasard. Sous-entendu, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un en particulier. Et ça fait autorité. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de tester avec
avec un aménagement supplémentaire. C'est que, alors souvent les enseignants que je vois faire ça, là, ils utilisent un jeu de cartes, avec des valets, des dames, des neufs, des 10, là. Donc ils distribuent, et puis les 4 valets se mettent ensemble, etc. Mais avant de distribuer les cartes, ils font un truc. Alors ça fait bondir les conseillers pédagogiques, ce truc-là, il paraît. Parce que comme on dit les enseignants, ouais, c'est pas possible. Ils m'en ont pas parlé, les conseillers pédagogiques. Mais s'il y en a là, je suis preneur. Rentrer à pied à l'hôtel. À l'hôtel, ça va, chez moi, ça fait loin. C'est pas grave, je vous ramènerai. C'est que les cartes ne sont distribuées qu'aux élèves qui lèvent la main. Aux élèves Qui lèvent la main. Ah. C'est-à-dire que dans le dispositif qu'on teste, on donne la possibilité aux enfants de réaliser la situation de problème tout seul. Et on les autorise à ne pas participer au travail en groupe. Le discours qui est donné en début, c'est de dire, voilà, voilà le problème, vous pouvez le faire à plusieurs, vous ne serez pas tout seul, vous pourrez vous échanger vos idées, l'histoire de ce que vous disiez tout à l'heure, ils vont être un peu plus motivés, plus intéressés. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas travailler avec les autres, le faire tout seul. Moi, en tant qu'enseignant, mon objectif, c'est quoi? Que tout le monde... Et en fait, quand j'ai posé la question aux jeunes là qui travaillaient tout seuls, j'avais les troisièmes que j'ai fait ça. J'ai dit, pourquoi tu voulais travailler tout seul? Ouais, parce que les autres, je travaille pas, je comprends pas, ils m'écoutent pas, j'aime pas ça. Au moins, ils travaillent tout seuls. Et je dis, mais si on t'avait obligé d'être dans le travail de groupe, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais fait le minimum. J'aurais pas mis de la bonne volonté. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un détour pédagogique. C'est-à-dire que les jeunes qui décident de travailler tout seuls, ils décident de travailler tout seuls. Et ça a des conséquences. C'est-à-dire que s'ils ne comprennent pas un truc, eh bien, ils attendent. Et voilà. Et oui, et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage de la responsabilité. On peut choisir, il n'y a aucun problème, il n'y a pas une voie meilleure qu'une autre. Mais par contre, si tu es tout seul, tu es tout seul. Tu ne vas pas essayer de discuter avec un groupe, ou tu ne vas pas me demander à moi de l'aide. Tu te débrouilles. Est-ce que c'est pas une façon de rester dans le je sais pas? Alors si c'est ça, en fait quand on travaille sur les protocoles de construction, d'organisation du travail en groupe, il y a toujours une dernière phase qui est une phase de bilan. Et je ne peux pas vous en montrer, mais on a des outils dont le principe est de poser un peu la question aux élèves à la fin. Est-ce que la façon dont vous avez travaillé en groupe aujourd'hui vous a permis d'apprendre quelque chose? Voilà. Et c'est pas en le faisant une fois ou deux fois ou une fois par mois le travail en groupe que ça devient intéressant et où il y a la véritable confrontation. C'est en le faisant de manière régulière avec le même dispositif. Et au bout d'un moment, les jeunes qui sont tout seuls, rester 10 minutes tout seuls sans comprendre, ben c'est austère. Hein. C'est même pénible. Hein. Et quand ils voient qu'il y a des copains qui sont dans des groupes, c'est pas qu'ils s'éclatent et que c'est la fête, mais ils sont dedans. Ben c'est ça en fait, hein, ça donne envie. Et c'est en ça qu'on parle d'un détour pédagogique, c'est-à-dire que nous on n'a rien dit. Et il ne fait pas ça parce qu'on lui demande de le faire, il fait ça parce qu'il en voit l'intérêt. Et le jour où ce jeune se retrouve dans un travail en groupe alors qu'au début il ne voulait pas l'entendre parler, là pour le coup il aura une autre posture dans le rapport au savoir. Oui. Alors, par rapport à ce que vous présentez là sur les 4 groupes et puis alors, la dernière solution qui est effectivement... C'est pas une solution, hein? Non, c'est pas, hein, c'est une proposition qui est innovante et qui semble vraiment intéressante. La question que je me pose, c'est quand même, est-ce que ces formats, ils ne dépendent pas aussi des contenus ou de l'objectif qu'on s'est donné? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une constitution, une modalité particulièrement efficace, mais quel que soit le contenu? Ou est-ce qu'au contraire, on a cette palette-là à disposition en fonction des contenus? Vous me suivez ou...
vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Moi, je défends l'idée que l'organisation du travail en groupe, elle peut s'appliquer à toutes les disciplines. C'est pas la question. Oui, c'était par rapport à l'objectif qu'on peut... Mais l'objectif, c'est le même. c'est-à-dire- Non, mais l'objectif, c'est toujours le même. C'est d'empéguer les enfants. Ah oui, oui. Quel que soit désolé, vous arrivez, on parle de trucs bizarres. Avec un vocabulaire étrange. Quelqu'un veut traduire empéguer? Un collègue est arrivé, il ne sait pas. C'est marrant parce que chez moi, c'est pas un mot très joli sur Pégé, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tromper. Ah non, c'est pas ça. S'empéguer, c'est se disputer. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, c'est que l'objectif du travail en groupe, ça serait que les élèves s'empèguent. Voilà. Donc, si l'objectif, c'est que les élèves se bloquent par rapport à ce que l'autre pense, là, pour le coup, c'est adapté à tous les types de savoir. Si l'objectif, c'est de développer des habiletés sociales, je ne pense pas que le travail en groupe comme ça, là, avec cet objectif, soit opportun. Je pencherais plus vers des dispositifs qui correspondraient à des démarches de projet, par exemple. Où là, derrière la démarche de projet, il n'y a pas une volonté didactique de permettre à des enfants de construire des compétences ou des connaissances. Là, derrière la démarche de projet, on est dans du liant. Et dans le liant, c'est intéressant aussi de développer des compétences transversales. Et là, ça peut devenir un objectif. Mais là-dedans, pour moi, ça n'est pas. Et donc, ça ne me gêne pas que les élèves soient tout seuls. S'ils bossent. Voilà. Ça va? C'est jamais un but, quand même. Parce que souvent, le travail de groupe, c'est qu'un moyen. Oui, mais je vous promets qu'il y a plein de personnes, quand on émet cette idée-là, qu'on peut autoriser des jeunes à travailler tout seuls, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Parce que l'essentiel, c'est que les élèves apprennent. C'est pour eux qu'on apprend. Alors après, il y a l'histoire du bruit. Alors là, c'est un peu une tarte à la crème, ce que je vais dire. Hein. Je me souviens, une fois, je l'avais dit devant un parterre de profs de collège, ça, j'ai cru qu'ils allaient me mettre dehors. Mais dans une classe où il y a du bruit, les élèves n'apprennent pas bien. Y compris quand c'est du travail en groupe. Ça dépend ce qu'on définit par bruit. Ah mais oui, bien sûr. Moi ce que je dis, ce que j'entends par, quand je dis trop de bruit, alors c'est quelque chose de subjectif. Trop de bruit, c'est le jaugeur qu'on utilise, c'est que des enfants ou les enseignants témoignent d'un caractère désagréable et d'une altération de la concentration. Lorsque on interroge des enfants ou des enseignants, alors comment tu as trouvé le travail en groupe aujourd'hui, et qui disent quelque chose du style « j'ai mal à la tête, c'était désagréable, j'attends d'être dans le silence, parce que là, ça me fait souffrir », c'est qu'il y a eu un problème. C'est pour ça qu'on fait la différence entre le silence, le calme et le bruit. Et on propose que le travail en groupe, ça se passe dans du calme. C'est-à-dire, bien sûr qu'on peut parler, mais on peut parler sans que le volume de notre voix ne dérange les voisins. Et dans certaines classes, c'est on chuchote ou on murmure. Ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, hein, mais dans des classes de la pédagogie la plus à la mode aujourd'hui, les écoles Montessori. Vous allez dans une école Montessori, c'est presque du silence. Hein. C'est presque du silence. Hein. Et il y a tout un tas d'outils matériels pour entretenir ce climat-là. Alors, pour le travail en groupe, on ne peut pas avoir ce niveau aussi bas, mais si ça monte trop, c'est extrêmement risqué. Et c'est risqué pour l'enseignant parce qu'il peut en venir à se dire c'est bon, ça ne marche pas. Mais dans les témoignages qu'on a récupérés d'élèves, c'est encore plus désagréable pour des élèves. Et ça a même une conséquence qu'on n'avait pas anticipée. Là, ce sont des sixièmes un jour qui nous ont raconté ça, c'est que quand le prof
laissent les élèves travailler en groupe avec trop de bruit, donc ils n'aiment pas ça. Et en plus, ils en veulent au prof. Et l'argument qui est utilisé, lui, on ne l'aime pas parce qu'il ne sait pas tenir la classe. Et à côté, le prof, qui est très rigide sur les règles, pour le coup, de silence, lui, il est mieux considéré. C'est-à-dire que laisser des enfants parler trop fort dans un travail en groupe, ça jouerait sur l'autorité. C'est fou quand même. Alors qu'au départ, ça part d'une bonne intention de l'enseignant quand même. Donc c'est un point sensible ça, hein, et on s'est aperçu un peu à notre dépens que dire à des enseignants c'est important qu'il y ait du calme dans la classe pour que les enfants puissent travailler, et ben c'est une sorte de fil qui derrière a une énorme pelote. Parce qu'entretenir le calme dans un groupe d'enfants, eh ben, ça demande une organisation minutieuse, consciencieuse et durable. Donc on a fait un travail là, sur 2 ans de recherche, juste ça. Qu'est-ce qu'on repère en matière de posture pédagogique pour entretenir le calme dans les classes. Il y a un article qui est paru dans un cahier pédagogique sur le climat scolaire où on met les conclusions de ce travail. Donc c'est un véritable levier cette histoire. Bon voilà, mais ce n'est pas la coopération. C'est une condition de la coopération. Si la classe coopérative, ça devient un joyeux bazar, il ne faut pas s'étonner qu'on a créé un système coopératif qui exacerbe les inégalités. Et quand je dis ça à un certain nombre d'enseignants ou de militants de mouvements pédagogiques, je vois les éclairs dans les regards. Voilà. C'est pour ça que c'est techniquement, ça demande une formation, ça demande un accompagnement, ça demande du temps, ça demande de la ténacité pour organiser de la coopération. Est-ce que le travail en groupe est un pendant ou... Le travail en îlot et le travail en groupe, c'est pareil. La seule différence entre ce qu'on appelle le travail en îlot, c'est la disposition géographique des salles des tables dans une salle de classe. Bon. La différence qu'on fait, c'est entre travail en groupe et travail en équipe. Vous êtes au clair là-dessus? Mais c'est que la sémantique. Hein. Non. Je vous dis rapidement. Bon. C'est les Canadiens qui proposent cette différence. Le travail en groupe, c'est ce dont je vous aurais parlé. Et le travail en équipe, c'est une forme un peu différente du travail en groupe, qui consisterait à ce que la durée de vie des équipes soit plus longue, sur des périodes par exemple. C'est l'histoire des sociogrammes de la pédagogie institutionnelle, où on construit des équipes, on ne construit pas des groupes, on construit des équipes. Et ensuite, Robert Slavin, aux États-Unis, lui, il explique que la deuxième caractéristique des équipes, c'est qu'elles sont en concurrence les unes par rapport aux autres. Ce qui serait un facteur motivationnel. On veut être performant pour être meilleur que les autres. C'est très américain, hein, comme logique. Donc, voilà. Donc, équipe, groupe et îlot. Vous avez rencontré des enseignants qui mettent en place ce qui fait un peu fureur sur le net, là, c'est ce qu'on appelle les îlots bonifiés. Ah, les îlots bonifiés. Vous voulez expliquer le principe? Expliquez-le. Oui, non, mais la visio, les collègues, en fait, n'entendent pas quand on... Est-ce qu'il y a du monde? Parce que... Tout à l'heure, on en a entendu, maintenant, on ne peut pas savoir. Je ne sais pas. Bon. Donc allez-y, les îlots bonifiés. Donc, les îlots bonifiés, en fait, c'est de proposer à des élèves de se mettre donc, en groupe. Ils ont une fiche par table et ils ont des tâches à accomplir, des exercices divers et variés qu'on leur propose. Et en fait, ils obtiennent des points, donc comme des bonus en fait, selon ce qu'ils ont accompli et la façon dont ils répondent, en sachant que le projet, c'est que chacun dans l'équipe participe, et à chacun son tour, chacun doit apporter des réponses, et il y a aussi des malus. Et les malus correspondent, enfin c'est la formation que j'ai eue, sur le bruit, sur le fait de couper la parole aux autres, d'interrompre, enfin des choses de comportement en fait. Et avec ça, ils ont une note, c'est-à-dire ça se transforme en évaluation en note, hein,
Et donc, et la première équipe, c'est là où vous parliez de concurrence et d'être la meilleure, la première équipe qui arrive à 20 points verts, on stoppe la fiche. Et donc après, on ramasse cette feuille et on enlève les malus, ce qui fait que les personnes qui, par exemple, ont été un peu plus lentes ou plus en difficulté ou autre difficulté, se retrouvent avec une note qui est forcément plus basse. Et donc, effectivement, quand on observe, quand on teste et qu'on observe, on se rend compte assez rapidement qu'il y a un effet concurrence qui est conséquent et que ça joue aussi sur la façon dont les groupes se forment, ce qui fait que des fois, on est obligé d'intervenir pour que les groupes se forment selon nous correctement quand on essaye, quand on tâtonne au départ, puisque il y a des forts qui vont vouloir se mettre qu'ensemble. Voilà. Non, mais du coup, c'est bien. Enfin, ce qui était intéressant de tester, c'était dans un collège difficile, sur des classes, pour pouvoir mettre tout le monde au travail et essayer quand même d'être disponible pour passer aussi au niveau des tables. À essayer, c'est quand même intéressant selon les configurations de la salle et de la classe, puisque chaque classe est différente. Par contre, après, on voit si ça nous correspond à nous aussi, en tant qu'enseignants. Et qu'est-ce qu'on en retire, quelles observations on en fait, et qu'est-ce que ça nous apporte, est-ce qu'on poursuit ou pas l'expérience en fait. Vous verrez, sur Internet, c'est très bien expliqué. Il y a un livre, gratuitement. Qui se fait très très vite. Voilà. C'est que ça a l'inconvénient de son avantage. C'est-à-dire que des enseignants qui n'ont jamais vu le travail en groupe fonctionner dans une classe, qui sont un peu sceptiques, qui ont des élèves peut-être même pas du tout habitués, voire agités. Le protocole est tellement figé et encadrant que ça fonctionne. Et assez rapidement, on peut voir une classe calme, avec des groupes qui bossent. C'est incroyable. Ça, c'est le gros avantage des élèves bonifiés. Le principal problème, c'est pas tant la concurrence, c'est cette histoire de points qui introduit, alors nous, la thèse qu'on développe, c'est que ça introduit là où il n'y en aurait pas besoin, un support de motivation extrinsèque. Et la conséquence de ça, alors c'est pas pour les élèves les plus fragiles scolairement, pour eux c'est super, les îlots bonifiés. Les élèves qui sont congruents avec l'école, c'est bien pour eux aussi. Là où c'est très problématique, c'est pour les bons. Parce que pour le coup, s'ils sont bons, s'ils sont accros à l'ocytocine et à la dopamine, ils ont ce qu'on appelle de la motivation intrinsèque. Ils travaillent pour l'effort. Bon. Un truc comme ça, c'est aperçu, alors c'est les travaux de Roche-Chouinard et Archambault, au bout d'un moment, c'est des enfants, au bout de 2 ou 3 fois, ils ont envie de dire pourquoi, qu'est-ce qu'il faut apprendre là? Il faut avoir des points. Et non plus apprendre quelque chose. Quel dommage! Quel dommage! Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est dommage en fait d'introduire le travail en groupe avec ce système de motivation extrinsèque. Commençons comme ça, là, avec le plaisir de s'empéguer avec les autres. Commençons avec ça. Et si on voit au bout de 5 fois, 6 fois que c'est encore difficile, allez, on peut introduire ce truc-là des points. Pendant 3 fois, 4 fois, 5 fois, histoire que les enfants se rendent compte que c'est quand même plus agréable quand c'est calme et quand tout le monde bosse. Et au bout d'un moment, on leur pose la question. Bon alors, les poils, super, vous êtes éclatés, mais est-ce que vous avez besoin encore de ça pour apprendre? Est-ce que vous n'avez pas grandi là? S'ils répondent, oh ouais, on en a besoin, on le garde. Et puis au bout d'un moment, non, ça va lasser, ces systèmes de points. C'est comme les Pokémon Go. Donc voilà, c'est un peu le... Je ne suis pas farouchement contre, je ne suis pas farouchement pour non plus, mais... Bon, on a beaucoup parlé sur du travail en groupe. Donc le travail en groupe, c'est une forme coopérative, mais qui n'intervient que là. Dans une séquence, le travail en groupe, allez, on en a parlé pendant quoi, 1 heure, là, mais c'est un quart d'heure, 10 minutes. Bon. La forme coopérative, qui n'est pas systématique, les enfants, même dans les classes où ça coopère beaucoup, ils ne coopèrent pas tout le temps. Ils coopèrent, allez, au mieux, la moitié du temps scolaire. L'autre moitié du temps, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne coopèrent pas?
ils travaillent seuls, et... Ils travaillent pas. Ils travaillent pas. Non. Quand ils travaillent. Donc ils sont en travail individuel ou ils écoutent l'enseignant. L'enseignant a le droit de parler. Il a le droit d'expliquer les choses. Voilà. Donc dans les classes où il y a de la coopération, même à haute dose, c'est jamais plus de la moitié du temps. Travail en groupe compris. Donc ça veut dire qu'il reste quoi? Quelle est la forme majoritaire, la plus fréquente et donc la plus utile, la plus à même de pouvoir prendre en compte la diversité des élèves en termes de coopération? Ce dont on parlait tout à l'heure avec l'aide, l'entraide, voilà, c'est ça. Ce sont des systèmes coopératifs asymétriques qui interviennent ici et qui interviennent à la place de ça. C'est-à-dire que le principe, c'est que là, on a fait, je le dis trivialement, on a fait la leçon, et les enfants, ils ont tous sur leur cahier la trace écrite de la leçon. Bon. Didactiquement, ce qui se passe après, c'est qu'on les fait s'entraîner. C'est là où on donne des exercices d'entraînement pour qu'ils puissent développer des automatismes et mémoriser. Ben ça, là, on peut dire aux enfants, vous êtes tous en entraînement, mais c'est très peu performant, c'est pas compliqué de s'en apercevoir, que les corrections collectives d'exercices d'entraînement, c'est de la perte de temps. Et donc c'est là où les systèmes coopératifs interviennent, en tout cas les systèmes asymétriques, c'est-à-dire que les élèves, alors je vous donne un schéma classique, l'enseignant il a fait toute la première partie, trace écrite, les enfants l'ont noté, il leur dit top c'est parti, vous avez 4 exercices à faire en entraînement. Vous avez vu, c'est pas la révolution pédagogique quand même. Tous les mêmes 4 exercices en entraînement. Bon. Donc ils distribuent ça. Souvent ce qu'on voit c'est pendant 5 minutes, pas de coopération, travail individuel, la dévolution. Tout le monde cherche. Et au bout de 5 minutes, vous avez le droit, si vous en ressentez le besoin, de demander de l'aide aux élèves qui ont le statut de tuteur. Et donc, les élèves sont tous au boulot, individuellement. Il n'y a pas de travail en groupe, là. Ils ont tous leur travail à faire individuellement, parce que c'est individuellement qu'on apprend. Si je suis à côté d'un super fort en géographie, il ne va pas me contaminer. C'est pas comme la gastro. Dommage, ça ne marche pas comme ça. Donc l'activité d'apprentissage est une activité propre à chacun. Bon, donc chacun a son travail à faire d'entraînement, et s'il y a quelque chose qui bloque, il a la possibilité soit de rester comme un imbécile et d'attendre que le temps passe, voilà, super, soit de demander de l'aide. Ça veut dire que vous avez forcément déterminé les tuteurs dans chaque... Enfin, plus ou moins dans non, ça c'est des usines à gaz, ça. Alors, comment, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que non. Comment les enfants peuvent faire Alors, tuteur, c'est un statut dans la classe. Soit on est tuteur, soit on ne l'est pas encore. Et plus il y a de tuteurs, mieux c'est. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un principe de réciprocité. C'est quelqu'un qui s'appelle Claire Hébert-Suffren qui a introduit ça en pédagogie. Vous connaissez? Vous cherchez. Il a créé ça pour des élèves et pour des adultes. Donc le principe de réciprocité, c'est de dire que pour que la coopération asymétrique puisse avoir des effets pédagogiques intéressants, chaque membre de la communauté coopérative a besoin d'occuper alternativement la fonction d'aidant et la fonction d'aider. Parce que si on crée une caste d'aidant et une caste d'aider, alors je vous écoute, c'est quoi la suite? On retrouve le groupe des lapins. Alors on retrouve, oui mais c'est plus fort que ça encore, c'est plus que les lapins. Alors c'est ça, allez-y. Je pensais les tuteurs progressent beaucoup parce qu'ils sont amenés à tout le temps expliquer aux autres. Oui. Donc, à la fois en termes cognitifs, mais aussi confiance en soi et valorisation. Valorisation. Et les autres, au contraire, et ils s'enferment dans une image dévalorisée. Ils deviennent des assistés. Ouais. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on est allé dans des classes
où la coopération asymétrique avec les histoires de tutorat, c'est super bien installé. Les élèves sont formés, enfin voilà, tout est clair, sauf ça. Et les enseignants, ils nous disent, viens voir, parce qu'il y a un truc bizarre. En bout de 15 jours, on obtient un système très coopératif, c'est calme, les élèves s'aiment, l'enseignant, il est pépère. C'est très coopératif, sauf que c'est un système qui exacerbe les inégalités bien plus que le cours qui est systématiquement magistral. C'est très facile, c'est très compliqué d'entretenir la confiance en soi des enfants et des adultes. Je ne sais pas si vous avez vu sur le net, là, c'est une vidéo virale ça, mais il y a une vidéo qui passe, je vous la donnerai si vous voulez, où il y a une technique où en 5 minutes, on peut apprendre à quelqu'un qu'il est nul. C'est très facile. C'est très facile. De perdre la confiance en soi, c'est très facile de... Il y a une vidéo, je ne sais pas si c'est celle-là, où on voit des adultes, des étudiants de l'ESP ou d'ailleurs de l'université, où la prof leur donne la même activité, elle leur dit qu'elle leur donne la même activité à tous, et en fait la moitié de la classe à droite a une activité beaucoup plus facile que celle à gauche. C'est celle-là. Voilà. Et en fait, la fin de l'activité est commune à tous, mais ils réussissent moins bien parce qu'ils ont été en échec alors que tous les autres levaient la main en montrant qu'ils avaient réussi. Donc à la fin, ils échouent même quand c'est facile. Donc en fait, dans une classe où ce sont toujours les mêmes qui aident et toujours les mêmes qui se font aider, ça crée ce climat-là. Et les enfants qui sont dans la fonction sociale de se faire aider, au bout d'un moment, ils en viennent à apprendre par la coopération qu'ils sont nuls. Ah ben voilà, on a gagné. Hein. Mais du coup, comment je suis aidant alors, il y a dans la classe, en fait, sur ma journée, concrètement. Alors concrètement, le statut de tuteur, comment il s'obtient? Il y a 4 critères. On est arrivé à formaliser 4 critères, 4 conditions pour devenir tuteur. La première condition, c'est recevoir une formation sur qu'est-ce que ça veut dire qu'expliquer quelque chose à quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire que de demander quelque chose à quelqu'un. Par exemple, un des éléments qu'on explique aux enfants pendant cette formation, c'est tu as le droit de demander de l'aide, mais une des conditions, c'est que d'abord tu as essayé tout seul. D'accord ? Donc, première condition, c'est que les enfants aient reçu une formation. Si vous voulez les contenus de formation, les exercices, tout ça, il suffit d'aller sur le site de Canopé, dans la rubrique climat scolaire. Voilà. Oui, non, mais il y a un livret avec le contenu de la formation à l'intérieur. On peut le télécharger en PDF. Alors, c'est pour les collèges et les lycées, mais c'est le même contenu, il suffit d'adapter à l'âge des enfants. Donc, première condition, avoir reçu une formation. Deuxième condition, c'est être volontaire pour avoir le statut de tuteur. Parce que si on oblige, voilà c'est celui-là, si on oblige des enfants à être tuteur, on obtient les mêmes effets que si on oblige un adulte à devenir enseignant. Il y a bien que... on l'a vu ça dans des classes où, parce qu'il était bon, qu'il n'avait rien de spécial à faire, l'enseignant lui dit, tiens, va aider machin. Mais machin, il ne veut pas l'aider. Alors il y va parce que c'est l'enseignant qui lui demande de le faire. Et comment on fait pour se débarrasser de la tâche? Voilà, c'est ce qu'on appelle les stratégies de surétayage. C'est-à-dire, soit on fait à la place, et si on ne veut pas se faire attraper, on donne des indices qu'il y a de trop. Et on laisse faire ce qu'on appelle les tâches subalternes. Tu colorieras, mais voilà ce qu'il faut écrire. Donc deuxième condition, c'est que les enfants soient volontaires pour aider. Troisième condition, c'est qu'ils aient réussi une évaluation sur la formation, pour qu'ils manifestent la compréhension ou la maîtrise de ces éléments-là. Pourquoi il y a cette précaution? C'est qu'après, on n'est pas derrière leur dos, on ne va pas écouter ce qu'ils disent. Il y a un principe de confiance qui s'établit. Et la quatrième, c'est laquelle? Vous imaginez dans une classe, donc tous les enfants ont reçu la formation, vous n'avez pas le choix. Il y a eu 80% des enfants, ils étaient volontaires. Il y en a quelques-uns, ils ne voulaient pas de problème. Parmi les volontaires, tous sauf un l'ont réussi. D'accord? Donc il y a beaucoup d'élèves tuteurs. Bon. Mais si on en reste là, il y a un problème. Il nous faut une quatrième. Il faut qu'ils puissent changer de statut. Alors, ça se fait dans la classe, de manière tout à fait naturelle en fait. Hein. Oui, j'ai pas entendu.
que l'élève accepte d'avoir un tuteur. C'est dans Ah, oui, c'est ça, c'est qu'il accepte la réciprocité, mais voilà, c'est pas ça en fait, c'est qui pose le plus gros problème. Comment aider? Vous l'avez abordé. Ça, c'est dans la formation. Et en plus, il a réussi la petite évaluation. Donc, dans le 4e, c'est on n'est pas naïf quand on est enseignant. Et on sait très bien qu'il y a des petits malins. Et il y en a certains, c'est pas pervers, hein, c'est maladroit. Donc, ils ont suivi la formation. Ils sont volontaires parce que c'est valorisant quand même. Hein. Ils réussissent l'évaluation parce qu'ils sont un peu malins. Ils ont décodé les pièges de l'enseignant. Donc, ils réussissent le truc. Et en fait, après, ils se servent de ce statut pour asservir les autres. C'est des enfants, le dernier que j'ai vu, c'est une petite fille, là, elle était en CE1, elle était mignonne comme tout. Elle hurlait sur un de ses copains, elle disait « Vas-y, travaille, je suis ton chef !» Voilà. Donc le 4e, c'est ne pas avoir perdu son statut de tuteur. Parce que c'est un statut qui n'est pas gravé dans le marbre. On n'est pas titulaire, en fait. On est en quoi? En CDD, voilà. CDD renouvelable à vie. Il y a une chose là, oui. J'ai peut-être pas compris au niveau de l'évaluation. C'est une évaluation, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, l'évaluation, bon, voilà, il a réussi, on lui fait confiance. Et du coup, alors, je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas de quel type d'évaluation il s'agit. Ce sont des questions, alors ça dépend de l'âge. C'est hein. pas sur le contenu sur lequel il va avoir intervenu. Pas du tout. Sur la formation. Oui, d'accord. Mais en fait, votre remarque est intéressante parce que on pourrait se dire, mais oui, mais un enfant ne peut pas être tuteur s'il n'a pas compris le savoir qui est en jeu. Comment on peut expliquer la différence entre le rayon et le diamètre si soi-même on n'a pas compris? Pas possible. Alors en fait, ça c'est possible, ou qu'on a cru comprendre. C'est ça, qu'on a cru comprendre. Alors ça en fait, on peut autoriser même des enfants qui sont en très grande fragilité scolaire. On a même vu que ça fonctionne avec des élèves allophones, pour vous dire, qui peuvent avoir, au bout de 15 jours qu'ils sont sur le territoire français, un statut d'élève tuteur. On peut leur laisser ce statut-là pour deux raisons. La première, c'est que majoritairement, lorsque des élèves expliquent quelque chose à des enfants, ce n'est pas sur des savoirs. C'est sur ce qu'on appelle de la microtâche. Et en particulier des consignes. J'ai pas entendu la consigne, je n'ai pas écouté, ou j'ai pas compris ce mot. Voilà. La dernière fois là, où j'ai assisté, où j'ai observé ce phénomène, l'enseignante, elle donne un énoncé de mathématiques où il fallait compter les cases du pourtour du territoire. Elle avait bien expliqué tout ça, et à côté de moi, la petite fille qui était là, elle bloquait. Je dis, mais pourquoi tu bloques? Elle me dit, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un pourtour. Ah oui. Alors je lui dis, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé? Alors elle baisse la tête, et moi je ne voulais pas lui répondre, je voulais voir ce qu'elle faisait. Et donc elle a attendu 3-4 minutes, et au bout d'un moment elle s'est levée, elle est allée voir un tuteur sûrement, et elle est revenue, et je lui dis, ben, ça y est, tu fais ton exercice, et tu as compris? Il me dit, oui, elle m'a dit que le pourtour c'était le tour. Ça y est, j'ai compris. Oui, c'est ça de la microtâche. C'est le matériel, c'est... voilà. Et le problème, c'est que quand on est bloqué, même par une microtâche dans des exercices d'entraînement, ben, on ne peut rien faire. Voilà. Donc c'est le gros avantage des systèmes tutoriels. Donc la première idée, c'est que la plupart du temps, des enfants tutorent sur la microtâche. Et la deuxième idée, c'est que dans la formation, il a expliqué aux enfants qu'ils n'ont pas à être omniscients. Et que c'est une compétence de tuteur que de dire qu'on ne sait pas. Et de dire, bon là, je ne peux pas t'aider, tu demandes à quelqu'un d'autre. Et comme il n'y a pas qu'un seul tuteur, parce qu'il n'y a pas ce phénomène d'attitrage et d'assignation d'un tuteur à un tutoré, pour le coup, ça ne pose pas de problème. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a l'enseignant dans la classe. Oui, il devient tuteur à son tour. On voit les enfants aller lui demander. L'enseignant, ou alors c'est un super tuteur, si vous voulez, non, c'est un enseignant. C'est le statut d'enseignant. Et un tuteur n'est pas un enseignant. C'est pas le même niveau de responsabilité, en fait. C'est pas les enfants qui vont conduire à des situations problèmes et l'organisation du travail en groupe, hein. Même dans les classes coopératives qui sont installées depuis longtemps. Ça marche pas comme ça. Bon. Je n'ai pas réagi, mais en ce moment, effet de mode ou pas, on a la classe inversée, on en entend plus parler. Alors, évidemment, on n'est pas sur ce modèle-là. Coopération, classe inversée, on en a
Ça va prendre trop de temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Vous savez ce que c'est, le truc de classe inversée? Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est la classe inversée? Parce que moi, je sais pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit à quelqu'un la classe inversée, voilà ce que j'en ai lu, ah mais non, c'est pas ça, bien sûr que c'est nul ça. Alors c'est quoi la classe inversée? Il y a plein d'idées en fait qui circulent et justement, je suis pas sûre qu'on en ait tous une réalité. J'en ai une idée, mais je ne peux pas forcément dire que c'est pas la même non plus. C'est qu'on, très souvent, c'est de faire une capsule vidéo montrant expliquant des notions du cours, par exemple, des notions qu'on veut faire acquérir aux élèves, par exemple. Et à partir de là, quand ils reviennent en classe, donc ils sont censés avoir vu cette portion du cours, et quand ils reviennent en classe, en fait, on est censé me faire, si j'ai bien compris, que des exercices et répondre aux élèves, en fait, à leurs questionnements sur leurs exercices, et donc être présent sur, comme un TP, en fait, quelque chose comme ça. C'est juste une idée. Voilà, alors, ça c'est la conception de la classe inversée originelle. Vous savez qui a inventé ça? C'est au Québec. C'est au Québec. C'est pas au Québec. C'est aux États-Unis. Au Canada. C'est Salman Khan. C'est Salman Khan qui était un pédagogue incroyable puisque son métier c'était trader. Il a eu la Khan Academy. La Khan Academy. Voilà. Donc ça c'est la conception de Salman Khan, et donc qui a été un peu vulgarisée en fait, hein, et c'est une critique au départ un peu farouche du schéma qu'on dit traditionnel, où en classe les élèves écoutent le prof et ils s'ennuient, et à la maison ils réfléchissent et ils apprennent. Et ils ne comprennent pas, et ils se démotivent. Donc ça, c'est très, très caricatural. Hein, mais donc la classe inversée, c'est la critique de ce modèle-là. Et le modèle que propose Salman Khan, c'est on fait des capsules vidéo. On dit aux enfants à la maison, vous regardez les capsules. Si vous ne comprenez pas, vous mettez sur pause, vous revenez. Hein, il y a un petit quiz. Et ensuite, si vous avez des questions, on fait des exercices en classe. Voilà. Cette conception-là de la classe inversée, c'est exactement la même chose qu'un courant pédagogique traditionnel. Sauf que c'est maquillé par de la pédagogie active. Voilà. Alors les gens qui sont engagés, là, il y a des militants, il y a un mouvement qui se crée, là, la clique. Il y en a qui en font partie? Maintenant, bon, très bien. Donc il y a un mouvement pédagogique, et bien évidemment que ces gens-là, quand on leur dit que le modèle pédagogique de la classe inversée, c'est Salman Khan, ils ne sont pas d'accord, parce que chez les enseignants, ils voient bien que ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas l'histoire là où les enfants s'empègrent entre eux. Bon. Donc ce qui est travaillé maintenant, c'est de réfléchir à l'endroit didactique où ça serait pertinent de situer la capsule. Et la réponse, alors on a travaillé ça avec François Lamoureux, c'est une star, François Lamoureux, ou avec Nicolas Olivier, là, qui est un prof d'éducation musicale, qui sont très présents sur Internet pour défendre le numérique à l'école. Et donc là où on en est arrivé, c'est que effectivement la capsule, elle n'a rien à faire au début de la séquence. Au début de la séquence, et c'est la force de l'école, c'est ce que l'enseignant organise pour accompagner les élèves vers le questionnement. Voilà. Et la capsule, elle peut être intéressante à plusieurs niveaux, mais à partir de ça. Après le questionnement. Alors, elle peut être intéressante pour commencer au moment du questionnement. Ben, ça y est, c'est bon, vous avez une question. Ben, va écouter la capsule. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant en diversification du savoir. Devoir à la maison, par exemple, écoute la capsule. Et ça fait un outil symbolique de médiation avec les parents. C'est pas rien. Et ça peut être aussi extrêmement intéressant en activité
de transfert des compétences. Ou lorsque des enfants ont réussi les évaluations spécifiquement scolaires, souvent c'est des exercices à trous, des trucs écrits, on leur dit c'est bon, tu as validé, Britt-Marie Barthes a dit c'est le niveau 2, ça, de maîtrise de compétences, maintenant tu vas passer au niveau 3, dans le nouveau livret là, vous devez le connaître par cœur, comment il s'appelle? Le L-SEUN. Il y a 4 niveaux, donc ça c'est le niveau 4 dont je parle, c'est vous vous mettez par 2, par 3, là, vous avez tous validé le niveau 2, et donc maintenant vous fabriquez une capsule. Et il y a des applications super, moi j'ai vu des enfants en moyenne section fabriquer des capsules vidéo très correctes. On va revenir à la même chose, les traces écrites collectives sur proposition d'élèves, si la capsule n'est pas co-construite. C'est dommage que le fruit des cogitations du travail en groupe, ça ne soit pas appréhendé par l'enseignant pour qu'on prenne les exemples des enfants et qu'on rédige à partir de ça la trace écrite. C'est dommage de ne pas se servir de ce matériau. Voilà. Donc voilà ce que je pense de la classe inversée. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de vouloir me jeter des tomates à la figure.